Le successeur d'Essa Malukonde sera connu incessamment. L'informateur pour les uns, le formateur pour les autres a déjà déposé son rapport auprès du président de la République. Mais dans l'entretemps, au sein de l'UDPS, on insiste que l'oiseau rare, cet oiseau rare, sortira de la famille présidentielle. Si tel est le premier critère de celui qui doit succéder à Samadou Konde, que doit être son profil? Pourquoi pas une femme à la tête du prochain gouvernement? Maître Dalia Chilanda est notre invitée. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Vous êtes la toute première femme à participer à cette émission. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, votre impression. Oh, je suis très contente. J'ai intégré vos locaux, j'ai vu des jeunes. C'est toujours intéressant d'arriver dans un endroit où on fait la promotion de la jeunesse. Voilà, donc je suis satisfaite, un excellent plateau. Voilà. Félicitations à l'équipe. Merci beaucoup. Alors vous, activiste politique, maître, comment vous faites pour résister là où il y a des caïmans, là où il y a des hommes, pas toujours sensibles ou faciles à laisser de la place aux femmes d'émerger. Jeunes, femmes, mais politiciennes. Comment vous faites? Alors, c'est très bien. Pour moi, j'y vais avec beaucoup d'abnégation. Je me dis, on est jeune. La place, il est évident qu'on ne va pas vous la céder aussi facilement. Alors, il faut y mettre de la compétence et être très à l'aise dans ses bottes. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai que je suis avocate de profession. Je suis très fortement engagée en politique depuis quelques années, d'où je m'en sors très bien et j'arrive bien sûr à m'imposer. Et je suis très heureuse aussi d'être la première femme qui finalement ouvre un peu le bal pour permettre aux autres invités de se joindre à vous. Très bien. Alors, très engagée en politique, pour quelles raisons? Alors, mon engagement en politique est simplement venu de ce désir d'agir. Vous savez, on a pour habitude de constamment se plaindre de certaines situations et de se reconcilier sur soi-même pour dire voilà ce qui ne marche pas. Alors, je suis quelqu'un qui aime bien observer, mais de cette observation, je me suis dit tout simplement, mais pourquoi je ne m'y mets pas? Pourquoi je n'apporte pas à cette scène politique ma compétence, mes qualités et j'y vais avec ce désir de voir les choses changer, de voir d'essayer d'imposer mon image grâce à un changement véritable, puisqu'on le prône tout le temps, mais après il faudrait vraiment que ça soit au-delà d'un slogan, que ça soit dans des actions, et tout simplement, comme j'aime bien le définir, cette volonté d'agir et qui m'a conduite jusqu'ici. Et voilà, je suis très heureuse d'être là et de parler de ce que je peux constater par rapport au pays et bien sûr apporter ma propre pierre à l'édifice. Alors parler de vous, ça ne vous dérange pas quand on parle de vous? Puisque j'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent si nous sommes face à qui. Vous avez pris part aux élections avec un résultat qui ne vous a pas satisfait. D'abord, quelles leçons avez-vous tirées du cycle électoral qui vient de se passer? Par rapport aux échéances électorales qui ont eu lieu, c'est vrai, c'est une belle leçon de démocratie. On peut beau se plaindre de ce qui a été dit ou de ce qui n'a pas été fait ou de ce qui est ainsi de suite, mais il ne faut pas oublier que le jeu démocratique, c'est cela. Il y a des gagnants et il y a malheureusement ceux qui perdent. Nous pouvons tous avancer des multiples raisons pour contester. Moi, je ne suis pas allée en contestation puisque je suis épris d'un sens républicain. Je me dis, ok, c'est ma première expérience, j'ai beaucoup appris de cette expérience-là et d'ailleurs, ça a renforcé même mon engagement en politique et je me dis, ok, c'est vrai que j'avais des propositions à faire et
j'ai décidé avec quelques amis de rejoindre, de fédérer ensemble pour créer un mouvement qu'on appelle la dynamique La Relève, parce que dans le souci toujours de ne pas rester à l'écart, de se dire qu'effectivement on a été en campagne, on avait des idées, on avait des propositions à faire. Maintenant que les résultats escomptés, ça n'a pas abouti, mais que pouvons-nous faire en tant qu'acteurs politiques, en tant que d'abord citoyens même. Dans cette volonté, on se dit voilà, nous fédérons ensemble, nous créons quelque chose pour effectivement apporter au pays nos réflexions, nos points de vue et pour espérer aussi améliorer les conditions de nos concitoyens tout simplement. Et cela ne vous concerne pas seulement, mais lorsqu'on voit aussi les scores des femmes à ces élections, les résultats est vraiment moins satisfaisants. Pensez-vous que avec les institutions à mandat nominatif, les chefs d'État est vraiment censé relever ces défis-là? Vous faites aussi la même lecture que moi. Déjà, exactement, je ferai la même lecture, mais j'aimerais insister sur le point. Il faudrait dire qu'il y a longtemps, on reprochait aux femmes de ne pas se représenter aux élections d'une manière active. Okay. En 2023, nous avions vu de femmes candidates à tous les niveaux. Mais il y a eu un problème. Je vais soulever deux. Le premier qui serait un problème de financement. Combien de femmes au sein des partis politiques ont été accompagnées financièrement? Combien il y a eu des partis qui ont misé sur les femmes pour se dire nous misons sur elles pour qu'elles aillent en campagne et qu'elles le remportent? Parce que la question aussi, les questions liées à la campagne électorale, c'est d'abord d'ordre financier. Il y avait des femmes qui avaient des structures, qui avaient des bases, mais après lorsqu'elles regardent la réalité en face, celle de battre campagne. J'ai été en campagne, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Donc de tenir pendant un mois plein, et nous connaissons comment ça se passe la campagne dans notre pays, comment elle est tournée autour de l'argent. C'est vrai qu'il y a un travail pédagogique qui a été fait pour rappeler à nos populations, mais en même temps avec tous les problèmes, les défis que nous connaissons du quotidien du Congolais, c'est pas évident. D'où les femmes ont eu cette difficulté-là. Et deuxièmement, je dirais au niveau des tractations politiques. Lorsqu'il y a eu des tractations au sein de partis politiques, là je m'attaque un peu au seuil. Lorsqu'il y a eu ces tractations, on n'a pas beaucoup favorisé. Les partis politiques se sont plutôt servis des femmes pour dire voilà, la loi électorale nous exige d'atteindre un certain nombre de femmes, mais sans réellement, avec l'intention de réellement accompagner et soutenir ces candidatures. D'où la femme a un peu souffert de cela, et nous espérons effectivement que le chef de l'État qui va se rabattre à la Constitution, qui parle effectivement de quotas des femmes, de la représentativité des femmes à tous les niveaux dans les instances, qui va effectivement soutenir pour que les déficits que nous avons vécus au niveau de la législative puissent être compensés avec des nominations en tant que mandataires, avec des postes ministériels, pourquoi pas, à tous les niveaux, pour que les femmes puissent être suffisamment représentées. Et moi, je vais féliciter aussi la démarche qu'il y a eu. Nous avons vu le quinquennat passer, le premier mandat du chef de l'État, où il a encouragé les candidatures féminines et il a eu à nommer des femmes à des postes régaliens. Ça, on ne va pas oublier. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait de lui-même le champion de la masculinité positive. Parce qu'il a effectivement accompagné les femmes. Et de cette même occasion, on a vu que oui, nous pouvons avoir des femmes à des postes stratégiques, et nous avons aussi vu, et nous pouvons apprécier et saluer l'initiative, mais aussi les efforts des femmes qui ont compris qu'il est grand temps de mettre en avant la compétence, parce qu'une fois qu'on est compétent, la question même du quota ne peut pas nous faire barrière, puisque lorsqu'on aura besoin des personnes compétentes, est-ce que vous en faites partie, ça sera d'un automatisme où l'on prendra, pas forcément à cause du genre, mais parce qu'on sait qu'on a affaire à une femme compétente. Voilà. Avant de parler de la question sur la nomination du prochain Premier ministre, j'ai lu quelque chose dans votre réflexion. C'est comme si vous avez eu à décourager l'application du seuil électoral pour les candidatures féminines. Alors, à vous entendre parler du seuil.
pour les candidatures féminines? Non, l'application du seuil d'une manière générale, en fait, pas forcément pour les candidatures féminines, puisque en tant que jeunes, on a vu aussi combien les jeunes ont été mis de côté. Donc, une manière de dire qu'effectivement, le seuil n'a pas que des inconvénients. Il a certainement des avantages, mais je crois qu'au regard de tout ce qu'il y a eu, il faudrait maintenant jeter un œil, essayer d'arrondir les angles pour que nous ayons une législature prochaine qui sera inclusive, où il y aura les femmes, il y aura les jeunes, et tout le monde pourra y trouver un peu sa place, au lieu de voir ce que nous avions vu et que nous déplorons suffisamment. Champion de la masculinité positive, des postes régaliens, certains postes régaliens attribués aux femmes, vous le voyez aller jusqu'à nommer une femme à la tête de la primature ou à la tête du prochain gouvernement, je vais dire? Pour cette question, moi, personnellement, j'estime que quand il s'agit de parler d'un poste étatique, moi, j'estime qu'il faudrait que l'on soit cohérent nous-mêmes. Ici, il est question d'abord de compétences. Est-ce qu'il y a des femmes compétentes qui peuvent être nommées Premier ministre? Oui, il y en a. Mais non. Aujourd'hui, on a affaire au chef de l'État qui a son pouvoir discrétionnaire, qui certainement, avec le travail qu'a dû faire l'informateur, qui va lui présenter un certain nombre de candidatures. Maintenant, moi, j'aimerais un peu comprendre, est-ce que au niveau des partis politiques, est-ce que l'informateur lui-même, au travers des profils qui lui ont été présentés, afin de présenter au devant du chef de l'État, est-ce qu'il a pris en compte la participation des femmes? Tout doit partir de là. Parce que si sur la table du chef de l'État, on ne lui présente pas des profils féminins, effectivement, lui-même, il peut dénicher. Et moi, j'encourage personnellement, mais j'aimerais que l'on soit focalisé sur la compétence. Parce que nous ne voulons pas avoir un premier ou une première ministre qui ne sera pas active, un premier ministre qui peut-être passera son temps à faire allégeance au chef de l'État. Les Congolais, au quotidien, ont besoin de l'action. Vous savez, nous avons un régime semi-présidentiel, d'où il y a une grande responsabilité qui incombe le Premier ministre. Et ça, nous ne l'avions pas senti dans les quinquennats passés, mais nous voulons que cette fois-ci, ça soit bien différent pour permettre à ce que les quotidiens de Congolais, il y a beaucoup à refaire, que les conditions des Congolais puissent s'améliorer et que le gouvernement puisse être responsable et que nous ayons des membres actifs, pas des uns qui font du travail et les autres qui, limite, on a l'impression qu'ils sont perdus dans ce gouvernement. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons de la compétence. Si le chef de l'État peut en trouver parmi des femmes, puisqu'il y en a, oui, c'est à lui d'encourager. Est-ce que la question des compétences féminines au sein du gouvernement, vous ne pensez pas que la réponse doit venir de ce que ces femmes qui ont été nommées dans le gouvernement sortant ont produit comme résultat? Est-ce que vous êtes satisfaite du résultat des femmes nommées dans le gouvernement Sama Lukonde ont produit comme résultat? Je vais donner un avis assez partagé. Je vais dire qu'il y a certaines qui ont été plus actives, mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu celles qui étaient des vice-ministres, d'où dans les premières actions, en premier plan, revient au ministre lui-même, d'où il y a, mais je peux dire que je suis satisfaite du fait qu'on a vu des femmes, je prendrai par exemple, Madame Samba Kalamba, j'ai vu Madame la ministre de la Justice qui travaille très souvent au sein de la prison de Makala, j'ai vu les conditions des prisonniers s'être beaucoup améliorées. C'est vrai qu'au niveau de la justice, il y a beaucoup à faire, mais nous saluons un peu les avancées qu'il y a eu. Entre autres, j'ai vu les actions qu'a mené le procureur près de la Cour de cassation qui s'est intéressé à la question carcérale, d'où je peux saluer l'implication de ces femmes qui sont venues. Je vois peut-être la vice-ministre des hydrocarbures qui est venue, qui a été nommée juste après. On a vu sur terrain, mais après, effectivement, on a besoin de plus des femmes, de voir des femmes au niveau des assemblées, au niveau en tant que ministre, de voir des femmes qui vont oser et plus produire des résultats. Mais dans l'ensemble, pour ce qu'on a vu, je peux dire que je suis satisfaite en tant que femme et j'encouragerai les chefs de l'État
à démarrer dans cette avancée pour permettre à ce que les femmes, qu'il y ait plus de femmes aux instances décisionnelles. Alors, maintenant, on parle du profil de celui qui doit remplacer Samalou Kondé. De manière générale, là, on ne parle plus de la femme. On laisse cette question au chef de l'État qui va user de son pouvoir discrétionnaire. Maintenant, selon vous, quel doit être le profil de celui qui va conduire le... Bon, parlons du tout dernier gouvernement de M. Tshisekedi, si jamais il n'y aura pas changement de la Constitution pour un troisième mandat. Bon, ça, on met un peu entre parenthèses, on va y revenir. Le dernier gouvernement de M. Tshisekedi. Le dernier, il peut y avoir remaniement, il peut y avoir... Voilà, il y a beaucoup de choses. Jusque-là. Ouais, jusqu'ici, le gouvernement que nous attendons tous en tant que Congolais, déjà, l'un des profils que moi j'aimerais que l'on mette en avant, on a besoin d'un homme actif sur tous les plans. On a besoin que ce que nous avions vu au premier mandat, que cela ne puisse plus se répéter, entre autres une certaine lourdeur dans l'action même du gouvernement, et pour un pays comme le nôtre qui a des priorités, qui a au moins 10 000 priorités à la fois, on a besoin de sentir que nous avons un gouvernement qui travaille, et nous avons un premier ministre qui est actif. Et j'aimerais souligner aussi le fait que il est grand temps que nous quittons un peu, lorsque le chef de l'État prendra finalement la grande décision que nous attendons tous, il est grand temps que cette histoire de satisfaire tout le monde, c'est très difficile. Donc au moment de tractation politique, on arrive à établir une république qui va au-delà des accords des individus, mais qui vise l'intérêt général. J'aimerais d'ailleurs que ce Premier ministre soit un peu, pas celui qui sera le produit ou le fruit même d'une quelconque majorité, mais qui sera nommé Premier ministre pour l'intérêt des Congolais et qui va travailler dans ce sens. D'où je suis très regardant, mais en même temps, on prend un peu notre mal à passion. Vous savez, on est en politique et elle est souvent faite de certaines surprises. Et je crois qu'en tant que Congolais, on sera surpris agréablement. Comme vous l'aviez si bien dit, ce mandat est là pour essayer de rattraper les erreurs qui ont été faites au premier mandat. D'où je reste un peu sur la réserve de voir ce qui lancera, et voilà. Alors, parlons oui, vous avez raison de dire qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais à voir comme ça les choses tel que ça se passe, apparemment, c'est cette question qui bloquerait même le gouvernement, la sortie du gouvernement, ou disons la nomination du Premier ministre, puisque là, les tractations sont parties pour ne pas finir. Alors, je crois qu'il faudrait... Aujourd'hui, il est nécessaire que l'on mette un peu sur la table la question de la révision de la Constitution. Pas forcément pour parler troisième mandat ou quoi, mais pour essayer d'adapter notre Constitution à notre réalité. Nous sommes là, nous avons un régime semi-présidentiel où le chef de l'État qui est élu au suffrage universel, mais qui aussi d'un côté dépend du gouvernement. Il est un peu lié au regard de la Constitution. Il ne sait pas actionner les choses de par lui-même, de là où on risquerait de crier au fait que voilà, il y a... Voilà, il y a empiètement sur les lois, mais d'abord il faudrait repartir de là. Toutes ces tractations nous mettent en retard. Aujourd'hui, on est à plus de 3 mois où nous n'avons pas de gouvernement, tout simplement parce qu'il faille essayer de négocier. Attention, nous avons un gouvernement des affaires courantes. Bon, on le considère sortant. Mais parlons vrai. Depuis la réussite, la réélection du chef de l'État, il y a cette question qui revient, mais à quand le gouvernement? Tout le temps que nous avons perdu ici, et même si aujourd'hui nous avons des ministres qui continuent à expédier des affaires courantes, c'est tout simplement parce que au sein de la sphère politique, il y a des tractations finalement qui mettent en mal la République. D'où l'objectif aujourd'hui serait de penser révision de la Constitution pour pouvoir essayer de voir dans quelle mesure on peut doter au chef de l'État cette liberté aussi d'essayer d'aller un peu au-delà pour permettre à la République de gagner. Dans un pays comme la nôtre, qui a des priorités à tous les niveaux, il serait mal vu de commencer à être là, à attendre, moi j'ai autant, moi j'ai toutes ces tractations
pour satisfaire les égos et au finish, après, ce n'est pas évident de satisfaire tout le monde. Il y aura toujours ceux qui considéreront que, voilà, nous, on n'a pas été considérés à notre juste valeur. Et finalement, c'est la République... qui pourront même rejoindre Nanga, puisqu'il y aura des frustrations. Mais finalement, c'est la République qui fait quoi? Qui aura perdu du temps, qui, au regard de toutes les priorités que nous avons, finalement, nous ne gagnons rien. C'est la population qui en souffre au regard des égos de certains politiques. Voilà. Alors, je vous place devant la déclaration du cardinal Ambongo qui, quelque part, encourage ceux qui partent rejoindre Corneille Nangaa. Il responsabilise le régime pour dénoncer à son niveau certaines pratiques qui frustrent les autres. Votre réaction? Vous savez, quand j'ai eu à prendre connaissance des propos du cardinal, j'étais limite choquée de la gravité des propos qu'un homme d'église peut prôner au devant d'une telle assemblée. Je dirais ceci: si à chaque fois, allons-nous continuer à avoir un pays où à chaque fois qu'il y aura ceux qui se considèrent mécontents puisqu'ils ne sont pas servis eux, pas parce qu'il s'agit de la population. Il y a une nuance à faire. Et lorsque le cardinal fait l'apologie finalement de la rébellion, en voulant justifier même cet acte immonde contre la République, moi je me dis, où est-ce qu'on en est finalement? Moi d'ailleurs, au contraire, je serais d'avis qu'il faudrait encourager le cardinal à avoir une veste, à porter un costume et rejoindre la politique, tout simplement, parce que avec de tels propos, ça n'a rien à voir d'un homme d'église. Il a lui-même parlé du fait que le régime en place n'encourageait pas ou la cohésion nationale. Mais je pense que en tant qu'homme d'église, si le régime en place ne le fait pas, ce n'est pas sa mission à lui d'encourager qu'il y ait cette cohésion nationale. Malheureusement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il justifie. Récemment, nous avons tous vu les évêques rwandais qui au devant de leur chair, en train de prêcher et de dire aux fidèles que non, le Massissi est une terre promise aux Rwandais. Vous voyez, qui sont des évêques catholiques, qui eux prennent une telle chose. Mais nous avons un cardinal chez nous qui, lui, veut justifier ce pourquoi les autres doivent aller de l'autre côté et aller contre la République. Vous aviez suivi ce qui se passe. Quand ces rebelles, ces traîtres de la République, aventure de dire nous allons aller à l'Équateur, nous allons aller à tel coin, mais ce n'est pas sans prix. Il y a le prix. Oui, ça ne sera pas sans prix. Il y aura le sang des Congolais qui seront versés. D'où, quand vous justifiez cela, mais limite, c'est une aberration d'entendre cela de la bouche d'un homme d'église et d'un haut patron d'ailleurs de l'église qui devrait en ce moment encourager à l'unité nationale. Si les politiques ne le font pas, en soi, on est obligé de se tourner vers l'église. Mais si l'église se met à justifier même un comportement rebelle, qui est d'ailleurs condamné par la Constitution en son article 190, qui dit que nul ne peut se permettre effectivement de créer ou d'organiser de formations militaires ou paramilitaires. D'où on est là, on se pose des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec notre patron de l'église? Et j'en reste très déçu, avec un goût amer qu'il fasse l'apologie finalement de la rébellion, de la traîtrise finalement. Mais qu'est-ce que le cardinal a à dire, par exemple, à Mbosso et Kamere qui se battent pour le gâteau, pendant que, quand je parle du gâteau, vous savez, la présidente de l'Assemblée nationale, pendant que la population souffre. La population est entourée par des poubelles, notamment à Kinshasa, les embouteillages par-ci, par-là. N'est-ce pas que, quelque part, avec ces comportements de ces deux caciques de l'Union sacrée, le cardinal a raison? Non, le cardinal ne peut pas avoir raison là-dessus. Ce qui préoccupe aujourd'hui Kamere Mbosso, c'est le perchoir de l'Assemblée nationale. Il est totalement légitime. D'où le partage du gâteau. Il est totalement légitime d'avoir de l'ambition. Maintenant, la question serait de savoir, est-ce que ces ambitions-là, c'est à des fins personnelles ou c'est pour défendre effectivement l'intérêt supérieur de la nation? Posons-nous les bonnes questions. Parce que s'il faille dire qu'il est moi aussi en tant que politique, personnellement, j'ai des ambitions. D'où vous ne pouvez pas m'interdire d'avoir des ambitions, mais simplement, il faudrait recadrer les choses. Lorsqu'on parle des gâteaux nationaux, finalement, cette République
en tant que si elle devient un gâteau finalement, ça veut dire que nous ne sommes plus en train de prôner même le sens de la République, on serait en train de prôner l'individualisme, puisque je n'ai pas été servi, d'où je me rebelle, puisque je n'ai pas été servi, d'où je me mets à massacrer les miens. Donc c'est ça même le sens de la République. Et moi dans cette démarche d'agression, même les propos du cardinal, j'en veux un peu à l'opposition, puisque vous savez, nous sommes dans une situation, c'est la situation sécuritaire de notre pays, elle est préoccupante. C'est une situation qui nécessite, a priori, d'avoir tous les acteurs politiques autour d'une même table et parler le même langage. Mais nous avons plutôt l'impression que l'opposition s'est constituée, utilise plutôt cette situation pour mettre en accusation les régimes en place, alors que nous sommes face à un défi. Ces massacres nous touchent tous en tant que Congolais, mais malheureusement, il y a les uns qui ont choisi d'accuser les autres qui font des efforts. Certes, il y a eu des erreurs, ils ont peut-être commis des erreurs, je suis d'accord, mais de cet essai-erreur, mais l'opposition en soi ne peut pas utiliser ça contre le régime pour dire que voilà, non, c'est une situation qui nous touche tous. Et par rapport à ça, parler de gâteau, moi je suis totalement contre, parce que je dis, mais finalement, cette république, je prendrais peut-être ce que disent les Quinois dans la rue, bon, alors que non. S'il faudrait que Mounamouta soit parnaïe, nous parlons de 450 ethnies, et même certains que nous n'avons pas encore, finalement, quel sera le sort de ce pays au final. Donc c'est triste d'avoir de tels propos. L'ambition n'est pas mauvaise, c'est tout à fait légitime, puisqu'on est en politique, et en politique, c'est cette envie de servir. Voilà, ce n'est pas mauvais, mais parler de gâteau national, je suis désolée que ça soit... Et d'ailleurs, revenons aux deux profils que vous avez cités, à mon humble avis, j'estime qu'ils ont suffisamment servi le pays, qu'ils peuvent désormais penser aussi à autre chose. On ne peut pas continuer à tourner autour de mêmes acteurs. C'est ce qui traverse ces deux acteurs en tête, non? Malheureusement, non. Ils ont même des acolytes qui font le tour des médias pour défendre leur boulimie du pouvoir. Mais après, moi, j'aimerais bien les interroger, à savoir, ces deux protagonistes ont toujours été là dans les affaires. Avec quoi comme résultat? Je vais soulever un cas que beaucoup ignorent. Je parlerai peut-être je parlerai de Madame Akassia, qui a été ministre de l'économie. En son temps, il y a eu beaucoup de critiques au final. On l'a beaucoup critiqué, et moi je me pose des questions. Est-ce que ce n'était pas des critiques simplement sexistes du fait que c'était une femme? Puisqu'après, les prédécesseurs, quelle est la différence au fait? Il n'y a pas, moi je n'en vois pas. Quelle était la différence aujourd'hui? La situation économique du pays, nous allons de mal en pire au finish. Donc, d'où posons-nous, comme je le disais tantôt, posons-nous des bonnes questions, et pour voir dans quelle mesure nous pouvons pallier à ça. Ces deux protagonistes ont suffisamment servi là.